Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Dans ce numéro de Mac 3V estival, une randonnée archéologique et tout de suite, rencontre avec la grande famille Linker. Voilà donc Jean-Henri Linker, l'ancêtre commun de toutes les personnes qui sont sur cette exposition. Donc avec Fritz, on a trouvé 1510 descendants de ce Jean-Henri. Donc le fils aîné de Jean s'est installé à Niederbronn en 1804 et lui, on lui en a trouvé 960. Il a eu 7 garçons, une fille, et donc on a fait ce week-end un grand jour de retrouvailles de toutes ces personnes. On a envoyé environ 150 lettres d'invitation et dimanche, on avait 90 familles qui sont venues, donc des 4 coins de la France. On avait des gens de Brest, de Paris, d'Auvergne, mais surtout d'Alsace. La grande majorité vient de Niederbronn-Reichshofen, Gundershofen, Ingwiller, Preuchdorf et toute la région de Preuchdorf. C'est pas celui de Niederbronn, c'était l'autre. Oui, c'est celui-là de Linkersberg. Oui, oui. Das hätte da rumgemalt. Ja. Hast du ein bisschen gelöst? Ja. Il y a des familles qui ont eu un peu peur, ils ne savaient pas trop ce que je voulais faire. Et puis finalement, ça s'est tassé au bout de quelques semaines, sauf quelques récalcitrants, mais ça c'est tout à fait normal. Hein. On ne peut pas faire du 100% dans une étude familiale. Mais dans l'ensemble, on a que 90% des gens ont répondu positivement. Nous avons essayé de diviser la famille entière en 8 départements distincts pour essayer de s'y retrouver un peu plus facilement, sinon c'était impossible. Pour chaque branche de la famille, une autre couleur, les bleus, les verts, les roses clairs, les roses foncés. Et chaque personne à l'exposition avait un badge de la couleur. Donc on pouvait reconnaître ceux qui étaient de la famille proche et ceux qui étaient de la famille un peu plus lointaine. Donc on a commencé la journée de dimanche par un culte à l'église protestante. Et ensuite on a fait un repas de pratiquement 200 personnes dans la maison des congrès. On a exposé cette exposition. Je suis tout particulièrement heureux de vous voir là tous des Linker, où tout le monde a au moins un grand-père, une arrière-grand-mère Linker. On a pu faire connaissance avec des cousins inconnus. Les gens ont pas mal circulé entre les tables pour voir et faire connaissance avec les Linker qui ne connaissaient pas. C'est un jour, il y a un monsieur Schmidt de Linkersberg qui est venu dans mon bureau. J'avais oublié de ranger un petit document généalogique et c'est comme ça qu'il m'a demandé. Il a vu que ma maman était une Linker. Et à partir de là, tout a été facile. Il venait du Linkersberg, il m'a mis vraiment le virus. Et un beau jour, j'ai rencontré Eddie, qui lui faisait exactement le même travail en parallèle. Et on a pu se compléter, on a acheté le même logiciel. Ça facilite beaucoup. Depuis que j'étais petit, on me parlait du Linkersberg, de ce hameau où Jean-Henri s'était installé, où il y avait encore des descendants de Linker, et j'avais envie de connaître un peu les gens qui venaient de là-bas. J'ai pris sur Internet l'annuaire téléphonique et j'ai trouvé des Linker un peu partout. Je leur ai téléphoné, eux ne savaient pas d'où ils venaient. Je me souviens d'un Linker d'Arcachon qui me disait « Oui, mon père était en Lorraine, à Longwy ». J'ai écrit à la mairie de Longwy, ils m'ont envoyé l'acte de décès où j'ai appris que son père à lui venait de Berntal. Donc je suis allé à Berntal et là, surprise, son père venait de Niederbronn et était donc le fils de l'un des nôtres. Dimanche dernier, beaucoup de gens m'ont demandé comment qu'on fait
pour faire de la généalogie, quelles sont les recherches à faire. Il existe un livre, c'est le manuel illustré pour la généalogie et l'histoire familiale en Alsace. Alors, dans ce livre, on trouve la marche à suivre. Si vous suivez à la lettre ces conseils, vous arrivez à faire un livre, comme j'en ai fait un pour la famille, qui s'appelle « Les Jean-Henri Linker et les descendants du Linkersberg ». Eddie Linker et moi, on a fait un petit résumé sur la vie familiale des Linker. L'histoire a commencé en 1734, à Rosteig, où il y a le célèbre Linkersberg. Et ensuite, je me suis fait beaucoup de travail pour mettre en photo chaque membre de la famille qui a bien voulu y participer. C'est-à-dire, vous trouvez dans ce livre environ 500 photos d'identité, des photos de mariage. Nous avons les premières maisons qui ont été construites au Linkersberg. Ça fait pas mal d'années que j'ai commencé, mais à petite échelle, d'abord à l'échelle de ma famille proche. Après, je suis allé à la mairie. Donc, dans les mairies, on trouve les registres à partir de 1793. Et voilà donc le registre de mariage de 1804, mariage de Linker Henri et Madeleine Kunz. Puis, dans les registres de naissance des années qui suivent, on a toutes les naissances de ces enfants. 20 ou 30 ans après, on les retrouve qui se marient et on peut les suivre à la trace. C'est assez émouvant. Souvent, il y a des enfants qui ne sont pas nés dans la même commune, donc on est très limité. Un enfant qui est né, par exemple, au cours d'un voyage ou au cours d'un déplacement professionnel ou n'importe quoi, là, c'est très dur à se retrouver. Donc, il faut absolument contacter les familles, aller dans les familles pour essayer de trouver. Et là, de temps en temps, il y a une vieille dame ou un vieux monsieur qui dit « Oui, mais attention, il avait encore un frère, il est parti au service militaire, il n'est plus jamais revenu. » Et puis finalement, ils sont partis aux États-Unis aussi. On a au moins une dizaine de Linker qui sont partis dans les années 1850 à 1870, qui sont partis aux États-Unis. Un travail généalogique, que ce soit en généalogie ascendante, quand on recherche les ancêtres. Bon, là, on est limité. On est coincé pour le moment à 1734 du côté de Potsdam, près de Berlin, où on n'a rien trouvé. En généalogie descendante, quand on cherche les descendants, là, il y a encore beaucoup de trous. Il y a des gens qui se sont mariés, qui sont partis d'ici, qu'on n'a pas encore retrouvés. Et puis, le dernier participant à la fête avait 3 semaines. Si on avait fait la fête l'année prochaine, on aurait eu d'autres. C'est un travail qui n'est jamais fini. Oui, alors la suite, il y a un monsieur dimanche dernier qui m'a fait parvenir un document sur un très grand historien allemand qui a écrit une lettre en 1643 à un Jean Linker en le traitant d'illustre homme, grand homme. On sait sa date de naissance, on sait pratiquement beaucoup de choses, mais on n'a pas réussi à trouver le lien avec notre propre famille. Alors c'est notre prochain boulot d'essayer de ramener ce monsieur dans notre famille, ce qui certainement va être une très grande fierté pour nous. Et puis je crois que tous les gens qui sont venus dimanche étaient heureux, tout le monde était sympa, c'était une belle réussite. But God bless the child that's got his own, that's got his own. The child that's got his own. Sentier d'interprétation de Niederbronn-les-Bains, qui d'ailleurs est un sentier d'interprétation paléo-environnementale. Alors là, on a un mot peut-être un peu complexe, donc il y a paléo qui est ancien, et puis environnement, donc environnemental, donc c'est ce qui nous entoure. Alors on va s'intéresser par le biais de ce sentier un peu à notre environnement tel qu'il était avant, comment il a évolué, où il en est actuellement et quel est le rôle de l'homme dans cet environnement. Alors le projet est né, si vous voulez, un peu de la stratégie de développement du service éducatif de la Maison de l'Archéologie. En quelque sorte, on veut faire une prolongation du musée, c'est-à-dire des objets qui sont exposés dans les vitrines du musée. On peut essayer de voir ensemble où est-ce qu'ils ont été découverts dans la région et essayer de les remettre un peu dans le contexte.
Alors pour la période géologique, nous avons les indices les plus anciens se trouvent de ce côté de Niederbronn. Et ces indices sont âgés d'environ 380 millions d'années, la période du Trias. Et là, on a des éléments qui sont fort intéressants. Par exemple, ici, nous avons un petit coquillage qu'on appelle un griffé. Donc, ce coquillage est issu des sédiments marins qui sont fossilisés. En quelque sorte, nous sommes ici sur, si vous voulez, sur le sol de l'ancienne mer, la mer primaire, comme on l'appelle. Et de l'autre côté, nous avons donc le versant grèzeux des Vosges du Nord. Et là, nous allons avoir une géologie qui est tout à fait différente. Là, nous allons trouver le fameux grès des Vosges. En fin de compte, c'est le sable qui est sur les sédiments fossilisés de ce côté-là. Là, nous sommes sur un petit chemin entre Niederbronn et Reichshofen, un petit chemin en quelque sorte qui se trouve sur le sentier d'interprétation. Il a la particularité d'être sur le secteur calcaire des environs de Niederbronn-les-Bains. Alors quand on dit secteur calcaire, c'est ce qu'on appelle le Muschelkalk, le calcaire coquillé. Donc c'est un terrain qui est assez lourd ici, très très chargé de ce type de pierre calcaire. Alors ce chemin, donc, qui regorge de ces interfacts archéologiques, plutôt géologiques calcaires, il est recouvert aussi d'éléments qui viennent de l'autre versant de Niederbronn, donc du massif grèzeux des Vosges du Nord. Alors pour ce qui est de ce secteur, ce sont les traces les plus anciennes, géologiquement parlant, de Niederbronn et de sa région. Nous avons une coupe géologique. Et plus bas, vous voyez donc la trouée de Beach, c'est une faille géologique. Par le biais de ces cartes, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. En fin de compte, il y a eu, comme pour la vallée du Rhin, un plissement de terrain. Les Vosges du Nord sont apparus. De l'autre côté, vous voyez la forêt noire. Et la plaine d'Alsace s'est formée par ce fameux plissement de terrain. Nous avons exactement le même schéma ici pour la trouée de Beach. Donc une faille géologique de ce côté. Nous avons un terrain qui est calcaire, donc, comme cité avant, la mer primitive, et de l'autre côté, nous avons donc le versant grèzeux, donc le fameux grès des Vosges. Il faut s'imaginer que la végétation qui était ressemblante un peu à la toundra ou la taïga. C'est pratiquement ce qu'on peut trouver encore en Groenland, ou dans les pays très très froids. Là, nous avons un élément, donc, c'est un arbre, c'est un frêne, et lui, il date de la préhistoire. Alors, c'est un des arbres le plus anciens de la région. Ses origines sont attestées, je dirais, aux environs de 10 à 12 000 ans avant notre ère, dans une période de la préhistoire qu'on appelle le Mésolithique. C'est aussi, si vous voulez, le frêne est une plante anthropocentrique, c'est-à-dire il atteste souvent de la présence humaine. En général, où il pousse, on peut partir du principe qu'il y a eu des humains dans le secteur. Pourquoi? Parce qu'il s'installe souvent sur ce qu'on appelle nous des nerfs calcaires, c'est-à-dire des structures minérales. Ça peut être un mur, les restes de ruines, ou tout simplement un morceau de banc calcaire qui sort de la terre. Alors en général, si on trouve le frêne, on sait qu'il y a quelque chose en dessous qui pourrait attester la présence humaine. Alors devant nous, nous avons la ronce. Alors quand on dit ronce, famille des ronces, c'est autant la mûre que la framboise. Alors au néolithique, c'est la période qui vient juste après le mésolithique. Là, nous sommes aux environs de moins 6000 à moins 3000 ans avant notre ère. La ronce, c'était l'idéal pour fabriquer des cordelettes ou des petites cordes. Le néolithique, c'est une période extrêmement intéressante, c'est la période de la sédentarisation. L'homme primitif va se sédentariser, il va s'installer, il va commencer à labourer les champs, à domestiquer les animaux et à construire des habitations. Quand on dit construction, là, il va y avoir aussi action de l'homme déjà sur son environnement. Il va faire des prélèvements dans les forêts, couper des arbres, notamment le chêne, et pour construire des maisons en rondins de chêne ou alors en épicéa, il va falloir des cordelettes. Et comme dit avant, voilà, la ronce est absolument appropriée pour faire des cordelettes qui sont extrêmement solides. Nous avons un prunellier. Prunellier,
on l'appelle aussi épine noire. Alors la souche commune, c'est la prunelle, et la prunelle, elle aussi vient du néolithique, là aussi environ moins de 10 000 ans avant notre ère. Elle n'est d'ailleurs pas locale, la prunelle a certainement été importée par les courants migratoires des hommes donc du néolithique qui sont venus par l'est, par le massif alpin et par le Danube. Là nous avons le réfort, aussi appelé moutarde des Allemands. Alors, le réfort est connu depuis l'Antiquité, bien évidemment, il est beaucoup plus ancien. Pour ce qui concerne l'Antiquité, on l'utilisait pour faire des cataplasmes. C'est un anti-inflammatoire très efficace. Autre trace romaine, alors voilà donc la vigne que les Romains nous ont amenée aux environs de 58 avant Jésus-Christ. Avec la vigne, les Romains ont amené aussi le châtaignier. Le châtaignier, en fin de compte, qui servait de tuteur aux vignes. En dessus, nous avons le cnotis des champs. Alors, c'est une belle petite fleur qui, elle, atteste, si vous voulez, du degré de fertilité d'un sol. Alors là, nous sommes en terrain calcaire, il n'est pas extrêmement riche, si vous voulez. Et puis, la vigne a une certaine prédilection pour le terrain calcaire, du moins les vignes à vin blanc. Le sentier d'interprétation a la particularité de changer d'aspect et aussi, si vous voulez, de sujet selon les saisons. On ne verra pas la même chose en hiver qu'au printemps, ni en été qu'au printemps. Et en automne encore, il aura changé tout à fait d'aspect. Dans la mesure, il n'y a pas que des éléments géologiques qui vont raconter l'histoire ou des éléments archéologiques qui sont dans le musée issus de l'environnement de Niederbronn, mais il y a aussi toutes ces petites plantes qui nous racontent l'histoire. Il s'adresse aux scolaires, mais aussi au tout public, à toutes les personnes qui s'intéressent à l'évolution du paysage dans la région de Niederbronn et aussi à la place que l'homme a dans son environnement.